Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des grimpeurs, le top 10 des meilleurs grimpeurs de la saison du côté du cyclisme. On va revenir bien comme d'habitude sur les différents éléments qui ont marqué la saison dans ce domaine. On aura également les mentions honorables dans ce classement. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, qui vous a plu sur l'année. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur ce top 10? Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et je remercie les gens qui font l'effort de cliquer rapidement juste après la mise en ligne des vidéos, parce que ça permet de mettre en avant la chaîne sur YouTube, tout simplement. Et puis, vous pouvez également booster cette vidéo 3 fois gratuitement par semaine. Et les compteurs seront mis à 0 le dimanche soir, c'est sur mobile. Et c'est à côté du bouton pouce bleu. On commence du côté de ce top 10 des grimpeurs. Est-ce qu'il y a des changements du côté de ce top 10 des grimpeurs par rapport à l'an dernier? Eh bien oui, quelques-uns. Quelques-uns. Alors, forcément, c'est pas trop dans la haut du classement, c'est plutôt derrière, même s'il y a un ou deux éléments du haut du classement qui ont régressé. Il y en a même un qui a disparu. Au final de ce classement. Et puis après, on a des coureurs qui ont réussi à faire des bonnes saisons, qui sont de retour, qui ont enfin confirmé leur niveau également du côté des grimpeurs. Mais voilà, il y a quelques modifications par rapport à l'an dernier. Il y a des gros noms qui sortent même complètement de ce classement. Donc on va regarder tout ça dans cette vidéo, mais ça veut dire qu'il y a un petit peu de turnover. Il y a des nouvelles têtes qui arrivent, et ça fait toujours plaisir, parce que c'est vrai, quand on est sur une hiérarchie qui reste la même chaque année, bon, des fois c'est pas hyper passionnant. Alors certes, le haut du classement, on va dire, reste le même, et encore, il y a un petit nouveau qui intègre le podium. Et à l'inverse, ça bouge pas mal quand même dans la deuxième moitié du classement, où il y a des coureurs qui disparaissent, il y a des coureurs qui reviennent, on va dire, dans ce classement, ou qui font leur première apparition dans ce classement du côté du top 10 des meilleurs grimpeurs. Eh bien voilà, on commence tout de suite par le 10e de ce classement. Le 10e de ce classement, il fait partie de la Lidl Trek. C'est le seul coureur de la Lidl Trek, même dans ce classement. Et pourtant, on a misé pas mal sur les grimpeurs, mais il y a un coureur danois qui a déçu. Et puis Tao Gegenhardt, on espère un jour qu'il retrouvera le niveau qu'il avait avant sa chute sur le Tour d'Italie. Par contre, il y en a un qui est pas forcément le plus régulier, mais qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu, élite italien. Il lance ses lunettes quand il gagne, c'est Giulio Ciccone, même s'il le fait plus désormais, Giulio Ciccone, parce qu'il a plus le droit. Oui, ça a été pour moi l'un des meilleurs grimpeurs de l'année. Alors, ce qui manque à Giulio Ciccone, c'est de la régularité aujourd'hui. Mais sur la première semaine de Vuelta, c'est vraiment un des hommes majeurs de cette première semaine de Vuelta. Pas négliger qu'il a remporté aussi Lagunas de Niela sur le Tour du Burgos, qu'il a remporté la Classica San Sebastian en maîtrisant la stratégie des UAE, quand même, ce jour-là. Et c'est un coureur qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu, même s'il a abandonné sur le Giro. Il a des soucis physiques, notamment des problèmes à la selle, qui l'empoisonnent, et c'est vrai que c'est un petit peu dommageable, mais il fait deuxième derrière Pogacar sur l'UAE Tour. Il arrive toujours à se montrer sur une année Ciccone. Ce qui manque, c'est cette régularité, mais qu'il n'avait déjà pas il y a quelques années, je pense à la Bardiani. Voilà, c'est un coureur qui est capable de faire des gros coups, mais qui est pas capable de tenir 3 semaines. C'est le seul problème de Ciccone, c'est qu'aujourd'hui, c'est un coureur qui ne gagnera pas un grand tour, il le sait désormais. Faire un top 10 même sur un grand tour lui est très compliqué, parce que déjà c'est contre gérer sa nature de coureur. C'est un coureur offensif.
Et alors, il peut se brider, on va dire. On l'a vu quelques fois, hein, où quand il a tenté sur le Giro certaines années à la Trek de jouer le classement général, mais ce qui fait qu'il avait presque disparu. Et on le voyait quasiment plus, et tu voyais qu'il prenait pas forcément beaucoup de plaisir à à jouer ce type enfin, le classement général, c'était pas ce qui lui plaisait le plus. Aujourd'hui, sur les courses d'une semaine, il le fait toujours. Sur les grands tours, il fait surtout des coups. Mais quand il fait des coups, il est costaud. Et il arrive à suivre les meilleurs. Ce qui lui manque, c'est la régularité. Voilà. Ce qui lui manque, c'est ça. Mais sur le Tour d'Italie, par exemple, avant son abandon, il fait un énorme travail déjà pour Pedersen et il arrive quand même à faire des podiums sur des étapes. Sur la Vuelta, pareil, en première semaine, il a été costaud. Ensuite, ça s'est dégradé, notamment avec les conditions climatiques sur le Tour d'Espagne, avec l'ambiance aussi de ce Tour d'Espagne. Mais c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal à finir. Mais c'est un coureur qui est tout le temps là. Au championnat du monde, il fait aussi sixième. Euh, on le voit toujours. Chaque année, on le voit, Ciccone. Vous savez, il y a des coureurs qui sont complètement transparents, même s'ils ont des résultats, on les retient pas. Ciccone, même si on le voit peut-être que 20 jours, 30 jours dans l'année, quand on le voit, on sait qu'il est là, Ciccone. Et puis c'est un coureur qui, je trouve, a une classe sur le vélo. Aussi, ça c'est vrai que c'est un coureur qui je trouve, il est pas, il ressemble pas à un autre. Ah, il y a des coureurs, bon, des fois, tu les confonds parce que tu sais jamais si c'est un tel ou un tel, parce qu'en gros, il te marque pas. Lui, c'est un coureur qui est marquant, je trouve, Ciccone, dans son allée. Et c'est pour ça que je trouve qu'il mérite cette 10e place, parce qu'il mérite pas d'être plus haut dans le classement, parce que pour moi, il y a des coureurs qui ont été meilleurs et qui ont été plus réguliers, mais pour moi, il mérite cette place dans le classement, parce que déjà, sur la Classica San Sebastian, alors certes, c'est mi-grimpeur, mi-puncher, cette course-là, mais je trouve qu'il a complètement maîtrisé les UAE, alors qu'ils se sont aussi un petit peu emmêlés les pinceaux, mais il a complètement maîtrisé les UAE, qui moi, ce que j'ai vu sur la Volta, ou ce que j'ai vu sur le Tour d'Italie, m'a bien plu, du côté de Giulio Ciccone, donc pour moi, voilà, il mérite cette 10e place. Certains mettront peut-être un autre coureur, 10e de ce classement, mais pour moi, il est à ce niveau-là. Alors je pense que ça fera débat, parce qu'il y a un coureur que j'ai mis dans les mentions honorables, bon, on retiendrait quand il y aura les mentions honorables dans 1 heure, qu'il y a un coureur que j'ai mis en dehors du top 10, mais qui pourtant a des caractéristiques qui, on va dire, sont similaires à celles de Ciccone. Mais voilà il y a un argument là-dessus pour ce coureur qui est dans les mentions honorables. Donc voilà, bravo Giulio Ciccone, belle saison. Chez Lidl Trek, en plus en montagne, Skian Moseux s'est planté. Donc c'est vrai que c'est un peu le seul qui a réussi à exister, parce qu'autant Skelmose a gagné l'Amstel, autant en haute montagne, Skelmose a été assez transparent. Alors ça sera peut-être plus compliqué pour lui l'an prochain avec l'arrivée de Juan Ayuso. On verra comment on distribuera les cartes du côté de cette Lidl Trek entre les différents grimpeurs de l'équipe. Mais bravo Giulio Ciccone, et j'ai bien aimé aussi le travail qu'il a fait pour Pedersen en Albanie, où il s'est quand même vraiment sacrifié pour Pedersen, et il y a des coureurs qui n'hésitent pas à se sacrifier, il fait partie de ces coureurs-là, c'est-à-dire parfois à tout donner pour un sprinter, et je pense que Pedersen le remercie énormément sur le travail qu'il avait fait sur la première étape du Tour d'Italie. Allez, on regarde tout de suite le 9e de ce classement. Le 9e de ce classement, il a une particularité. Il a fait top 5 de toutes les courses auxquelles il a participé cette année. Il a fait le Tour d'Italie, 4e. Il a fait également le Tirreno Adriatico, 4e. Vainqueur de Grande Camino, 3e du Tour des Alpes. Champion du Canada de la course en ligne. Vice-champion du contre-la-montre. Qui sont ses dernières courses de la saison. Parce que après, il y a eu cette bagarre avec Israël Première Tech. C'est Derek G, alors désormais Derek G West, parce que il a dû se marier pendant cette intersaison
Donc c'est Derek West, c'est comme Guillaume Martin Guyonnet, voilà, où il a rajouté le nom de sa... Alors c'est peut-être le nom de sa mère, hein, mais je dirais que là c'est peut-être plutôt un mariage. Du côté de Derek, alors on va pas revenir sur moi le fait qu'il ait quitté Israël, je pense, alors, il a dit que lui c'était pour des questions morales, d'éthique, bon l'an dernier ça ne l'emmerdait pas, donc je vois pas pourquoi ça d'un coup c'est devenu invivable pour Derek West, je pense que c'est surtout pour des questions financières du côté du Canadien, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs grimpeurs du calendrier. Et c'est un coureur très solide, Hadji, aujourd'hui. Il est arrivé tardivement dans le cyclisme. Je rappelle qu'il a que 5 ans dans le cyclisme, hein. C'est un coureur comme Michael Woods qui est arrivé tard. Mais aujourd'hui, Derek Jeet, ça fait partie des coureurs où on sait que dès qu'ils viennent sur un grand tour, le top 10 et j'irais même le top 5, il est pour eux. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de souci, ils sont sur le podium de la course. Son Giro a été intéressant, même si je pense que j'ai préféré son Tour de France 2024 à son Giro. Je pense que j'avais préféré, oui, cette épreuve-là, et je pense surtout sur son Giro, il a quand même confirmé ce qu'on avait vu ces dernières années au niveau du classement général. Mais moi, j'avais préféré son Tour de France parce que je trouve qu'il y avait un peu moins de densité sur ce Tour d'Italie. Malgré tout, bah, il a réussi quand même à finir devant un Giulio Pellizzari, par exemple, sur ce Tour d'Italie. Et surtout, il a réussi à éviter, à passer à travers les gouttes. Certains ont eu du mal à passer à travers ces gouttes. Juan Ayuso, Primoz Roglic, lui, il a réussi à faire ça. Et puis, encore une fois, cette régularité sur cette moitié de saison, parce que c'est vrai qu'il a très peu couru au final, mais il a été très régulier, il devait faire la Vuelta, même ça aurait été intéressant de le voir sur la Vuelta, sur une course peut-être plus montagneuse, mais bon, encore une fois, le fait qu'il ait décidé de rentrer en guerre avec la direction de son équipe n'a pas aidé. Il a toujours pas de contrat pour l'an prochain. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 9 décembre. Il n'a toujours pas de contrat pour l'an prochain parce que on lui réclame énormément d'argent, hein. On parlait de 30 millions de dollars hein, qui lui étaient réclamés pour avoir cassé son contrat et pour pouvoir recourir de nouveau. Donc on sait très bien qu'il n'y a aucune équipe qui n'a cet argent-là, et même pour un Pogacar qui aurait cet argent-là, même pour un Tadej Pogacar. Donc pour Derek Jeet, c'est également un petit peu compliqué. On espère que cette situation va se régler entre la formation, entre les avocats, surtout entre les équipes d'avocats. Mais moi, j'ai bien aimé sa saison. Alors, je vais mettre de côté Grande Camino, parce que bon, Grande Camino, en plus, il n'y avait pas une grande densité au départ sur l'épreuve en 2025. Mais sur le Giro, je trouve qu'il y a quand même des étapes où il a été intéressant. Ce qui est marrant en plus, c'est que c'est quand même plutôt un coureur qui arrive à faire ses résultats grâce au chrono. Et là, il n'a pas forcément été excellent sur les chronos. Derek Jeet, il y a eu meilleur que lui sur cette discipline-là, mais sur les épreuves de montagne, il a réussi à être très régulier. C'est grâce à cette régularité hein, qu'il est monté à la 4e place. Il a eu un petit peu de mal sur les 2-3 derniers jours de course. On sentait que ça commençait à être long pour lui notamment dans le Colle delle Finestre, mais sinon il s'en est bien sorti. Puis sur le Tour des Alpes, alors qui était un Tour des Alpes qui était très particulier, déjà dans des conditions climatiques difficiles, et puis qui a été assez tous les jours, c'était très remuant. Hein, sur cette épreuve. La hiérarchie bougeait énormément d'un jour sur l'autre. Il arrive quand même là aussi à trouver la solution et à finir 3e. Moi j'ai bien aimé voilà, sa saison à Derek Jeet. Je trouve que aujourd'hui, il fait partie des meilleurs grimpeurs du peloton. Alors, c'est pas dans le top 5, et je pense que ça sera jamais dans le top 5 du côté de Derek Jeet,
d'R.J. West, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est dans entre 10 et 7-8, où il arrive à toujours tirer son épingle du jeu, à être présent, à faire des résultats, à faire des belles courses, et il confirme surtout. Ça a été une grande révélation de l'année 2023, parce qu'il était arrivé, je dirais pas de nulle part, mais voilà, quand on l'avait vu sur le Giro enchaîner ses échappées, c'est vrai qu'à ce moment, on s'était dit, mais qui est ce coureur canadien? Parce qu'on l'avait pas vu venir. Et puis, il a réussi à confirmer et même à passer dans le rôle de coureur pour le général l'an dernier sur le Tour de France. Ce qu'il a quand même été encore un énorme cap de franchi. Et cette année, il a réussi à confirmer ce qu'il avait fait sur les 2 précédentes saisons. Et on le voit, c'est très compliqué de confirmer, et surtout à des âges qui sont quand même avancés. Hein. Derhaji, il a 28 ans. Il n'est pas jeune, Derhaji. Donc réussir à faire ça avec aussi peu d'expérience dans le cyclisme, bah, moi je trouve que c'est quand même vraiment pas mal du tout du côté de Derhaji West. Donc on espère pouvoir le revoir dans les pelotons l'année prochaine et que cette bagarre d'avocats trouve une issue favorable pour le coureur canadien et surtout pour le cyclisme en général, parce que ça serait quand même dommageable de ne pas voir Derhaji dans les pelotons l'an prochain. Le 8e de ce classement, il va peut-être faire débat. Il est dans une équipe Pro Team. Et oui, il n'est pas dans une équipe de première division, il est dans une équipe suisse même de Pro Team. Spécialiste également de VTT, de cyclocross, mais qui cette année s'est quand même concentré sur la route, ce qui a plutôt été une réussite, notamment pour faire une grande Vuelta. Thomas Pidcock. Je trouve qu'il a vraiment passé un cap, Pidcock, cette année. Pas seulement même en montagne, je pense que globalement, en tant que coureur, il a passé un cap, c'était déjà un bon coureur, mais je trouve il a vraiment été très régulier cette saison, il y a peu de fois où il s'est raté. Je pense que un de ses ratés, c'est le Giro, mais il l'a dit, hein, il n'est pas arrivé avec une bonne préparation sur cette épreuve. Voilà, il n'y avait pas eu de stage en altitude. Bon, voilà, ils se sont un peu plantés entre lui et Q36. Je pense qu'il y a eu un problème de communication. C'est vrai qu'il a changé d'équipe aussi. Mais quand on regarde quand même son début de saison, le Tour d'Arabie Saoudite, il surdomine le Tour d'Arabie Saoudite. Alors ça, vous allez me dire, c'est que le Tour d'Arabie Saoudite. Ok, mais il avait quand même été impressionnant en puncher. Sur les Ardennaises, je crois que c'est la première fois où il fait top 10 sur les 3, et notamment sur la Flèche Wallonne, où il fait une belle 3e place. Alors certes, il ne gagne pas, mais il est là sur les podiums en tant que puncher, mais en tant que grimpeur, Tirreno, il a une régularité sur Tirreno qui est assez dingue. Il fait 6e du général, mais il fait 2 de l'étape 3, 8 de l'étape 4, 6 de l'étape 5, 2 de l'étape 6. Il peut regretter même le temps perdu sur le contre-la-montre d'ouverture à Lido di Camioret. Bon, sur l'Estrade Bianche, il se fait mater par Pogacar, mais ça a été le meilleur des autres. Et surtout sa Vuelta, c'est le seul qui a réussi à mettre en difficulté véritablement Vingegaard sur l'étape de Bilbao. Il a été régulièrement aux avant-postes. Moi, il m'a impressionné sur l'étape 9, où il est vraiment très présent. Et je trouve qu'il s'est pas planté sur à la fois l'Angliru, où il est distancé, mais il s'accroche et il explose pas, et à la fois également sur l'Alto de El Moredero, qui était pas forcément démonté, qui correspondait totalement à ce qu'il savait faire. C'était des montées longues avec beaucoup de pourcentage, et on se demandait comment il allait fonctionner sur ces étapes-là. Je rappelle, avec une équipe qui était très faible, contrairement à Vingegaard, contrairement à d'autres coureurs, Pellizzari par exemple, Janeley, du côté de la Red Bull, lui il avait une équipe qui était extrêmement faible. À son service, il n'y avait pas 50 éléments autour de lui.
Et puis, régulièrement, il a réussi à être aux avant-postes. Il finit même bien la saison sur les semi-classiques italiennes. Il a même gagné une course de gravel, enfin une étape d'une course de gravel en Afrique du Sud, euh, pour se faire plaisir. Mais je trouve que ce qui a changé, alors parfois on dit certains coureurs, la saison de cyclocross, c'est pour ça que Van Der Poel est fort, c'est pour ça que Van Aert est fort. Mais il faut aussi rappeler qu'une saison de cyclocross, ça t'oblige à être prêt physiquement quand même très tôt dans l'année, quasiment en janvier. Ça te demande donc de faire une préparation très importante dès novembre, de pas pouvoir faire parfois les stages en Espagne au mois de janvier, qui peuvent être importants. Ça coûte de l'énergie, le cyclocross. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence cette année pour Pidcock. Pourquoi il a fait une saison aussi dense sur la route? C'est sa meilleure saison sur route, hein, cette année. Bah, c'est parce qu'il n'a pas passé autant de temps en cyclocross. Tout le temps qu'il a économisé pendant l'intersaison, où il a fait une vraie intersaison, où il a pu faire, je pense, une vraie pause aussi, qu'il avait peut-être pas fait depuis longtemps, après cette saison olympique, je pense que ça lui a fait le plus grand bien. Parce que l'an dernier, faut quand même se rappeler que à la fois il faisait la route, à la fois il a fait les Jeux Olympiques avec le VTT. Donc l'an dernier, il a enquillé les deux programmes, ce qui était loin d'être facile. Là, cette année, il a complètement réussi à faire de la route son objectif numéro un. Il a enquillé les bons résultats. Et surtout, il a beaucoup moins fait de classiques flandriennes. Ça aussi, il faisait beaucoup de classiques flandriennes, alors que pour moi, c'était un registre qui ne lui convenait pas. Pour moi, il est trop léger. Et c'est vrai qu'on le voyait très souvent faire le Tour des Flandres, faire voilà toutes ces courses en Belgique, avec une réussite qui était quand même très limitée. Certes, il y a eu parfois des bons résultats, mais il y a, plus souvent, il était lâché qu'il faisait des bons résultats. Et là aussi, sur cette année 2025, fini les classiques flandriennes. Il a fait que la flèche Brabançonne, on va dire, comme course en Belgique où il y a un peu de pavé. C'est quand même pas le Tour des Flandres, hein, la flèche Brabançonne. Et puis c'était après une longue période de pause. Il avait quasiment fait une pause pendant 3 semaines de compétition. Il s'est surtout concentré. Et il a fait le Etniesblad. Voilà, en course flandrienne, pour son retour, enfin voilà, pour les courses d'un jour. Mais en fait, il n'en a fait que deux. Voilà. Le reste, c'est de la montagne ou des épreuves classiques d'un jour, punchy, euh, ou oui, parce qu'il a même pas fait. Si, il a fait Milan-San Remo, pardon. Punchy, punchy sprint. Mais sinon, des courses par étapes et c'est de la montagne. Et ça lui a réussi. Donc c'est vraiment une autre manière de concevoir sa saison. Alors, on va voir cet hiver s'il va faire du cyclocross, mais je crois que c'était pas prévu à son programme de faire du cyclocross du côté de Pidcock. On va voir aussi si, alors peut-être pas dès 2026, mais à partir de 2027, est-ce qu'il va refaire des épreuves de VTT pour essayer de défendre son titre en 2028, parce qu'il faudra qu'il accumule des points UCI dans ce registre-là, en sachant qu'à partir de 2027, les épreuves de Coupe du Monde de VTT vont permettre de rapporter des points aux équipes, donc peut-être que du côté de Q36, on l'autorisera à faire des courses de VTT, vu que ça rapportera des points pour le classement par équipe UCI. Mais je trouve qu'il a été... c'est vraiment sa première année où je l'ai trouvé très bon sur la route. C'était un bon coureur, mais c'était pas un très bon coureur sur la route. Et là, cette année, ça a été la grande différence. Et si on revient vraiment à tout ce qui est montagne, bah, la Vuelta, pour moi, elle est réussie de la part de Pidcock. Sur une Vuelta où il y avait quand même des coureurs intéressants au départ. Le Giro, c'est plus compliqué, mais même son Giro, c'est pas une plantade totale. Il fait troisième à Matera, il fait quatrième de l'étape 11. Voilà, il fait 4 top 10. 3 top 10, pardon, sur, sur cette Vuelta. Mais c'est pas une plantade totale. Par contre,
il faudra quand même qu'il travaille le contre-la-montre. C'est encore un domaine où il perd du temps par rapport à meilleur. Voilà, faudra qu'il travaille ça. Je suis pas sûr qu'il s'implique énormément sur le contre-la-montre, hein. C'est ce que j'avais vu sur Tirreno. J'avais trouvé que c'était pas forcément très en place là-dessus. Après, c'était peut-être aussi le fait qu'il était sur un vélo Scott de chrono et pas sur un vélo Pinarello. Sauf que l'an prochain, il retrouve le Pinarello, en plus qu'il avait chez Ineos. Ça, c'est la grosse nouveauté quand même de Q36, c'est d'avoir les vélos Pinarello. Et là, ça va être une grande aide pour Thomas Pidcock et ça va peut-être lui permettre de faire encore une meilleure saison qu'en 2025. C'est tout ce qu'on souhaite aux Britanniques. On poursuit avec un Britannique. Là encore, qui n'est pas dans la même équipe que Thomas Pidcock. Lui, il est en World Tour. Il est en World Tour, mais il a eu la même décision que Thomas Pidcock. Changer d'équipe, changer de formation, et puis un choix un petit peu osé aussi de la part de ce coureur qui a un frère jumeau chez UAE, Simon Yates, qui a rejoint la Visma Leasebike l'an dernier et qui a remporté surtout le Tour d'Italie et une étape sur le Tour de France aussi. Et ça, c'est quand même à souligner du côté de Simon Yates. Il fait un Giro où il n'a pas eu de trou noir dans son Giro. Certes, il n'a pas gagné d'étape. C'est vrai que c'est pas habituel sur un coureur comme ça qui remporte un Tour d'Italie de ne pas avoir remporté une étape, mais ce qui montre qu'il a été très régulier sur les étapes majeures. Et la seule étape où il a perdu un peu de temps, et encore c'était sur le Del Toro, il fait quand même une belle journée à Sienne. Je me rappelle, je crois, de l'avoir mis dans les tops à Sienne en me disant parmi les grimpeurs du classement général, il avait fait plutôt une bonne opération ce jour-là du côté de Simon Yates. Et surtout en montagne, bien entendu, lors de l'étape 20, il a saisi sa chance et il a réussi à renverser le classement général. Mais surtout, il n'a pas eu de journée sans. C'était le vrai problème de Simon Yates pendant des années. C'est-à-dire que quand il avait une journée sans, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que c'était un coureur qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Lors de ce type de journée, c'était très compliqué pour Simon Yates. Il s'écroulait complètement. C'était vraiment cagade totale. Là, c'est la vraie différence. Depuis l'an dernier déjà, j'avais trouvé notamment son Tour de France l'an dernier, où j'avais dit il avait fait, je crois, 4e du Tour de France, en étant discret, on va dire, mais sans avoir de trou noir. Sans savoir cette journée sans, où vraiment, bah, tu la gères très mal et tu perds 25-30 minutes, parce que Simon Yates, c'était habituel. Chez lui, c'est-à-dire que la journée où il était moins bien, c'était 25 minutes. Donc ça le mettait complètement en jeu pour le classement général. Alors ensuite, il jouait les étapes. C'est pour ça qu'il a remporté pas mal d'étapes hein, dans sa carrière quand même, Simon Yates, en échappé. Mais il y avait toujours ce problème-là de régularité et surtout de gestion des temps faibles. C'est plus que la régularité, c'est surtout la gestion des temps faibles qui était compliquée du côté de Simon Yates. Sur la première partie de saison, bon, il fait 14e de Tirreno, 9e du Tour de Catalogne. Et puis après, le Tour de France, première semaine très intéressante où il remporte une étape, l'étape du Puy de Dôme. Il fait également 5e à Vire en prenant les échappées. C'est vrai que ça a été aussi une particularité de Simon Yates. On pensait qu'il serait surtout équipier de Vingegaard. En fait, il a surtout joué les échappées sur le dernier Tour de France. Il a surtout joué sa carte, alors comme beaucoup de coureurs de la Visma Leasebike, il faut bien le dire, sur le dernier Tour de France, alors une saison qui s'arrêtait sur 2 abandons à Québec et Montréal. Il n'y avait plus d'énergie hein, pour Simon Yates, fatigué. Mais cette victoire sur le Tour d'Italie, il a su la saisir et il a su surtout être régulier sur ce Tour d'Italie. Et c'est moi ce qui me marquera du côté de Simon Yates, c'est cette régularité sur le Tour d'Italie. Alors c'était pas le meilleur Tour d'Italie en termes peut-être de densité au départ, mais il a réussi à exister sur cette épreuve et surtout à la remporter. Et ça reste une victoire sur un grand tour et ça reste aussi pour Simon Yates. Il a coché cette cage
On se souvient, hein, l'année où il est face à Chris Froome, où il perd la course sur les derniers jours, l'année du départ en Israël, du côté de Simon Yates, ou comme Thibaut Pinot, hein, il s'écroule complètement de maladie, de fatigue sur la fin de ce Giro dans les derniers jours, alors qu'il a porté le maillot rose pendant de nombreuses étapes. Ça avait été très compliqué pour Simon Yates à gérer, et on sent que quand il a remporté cette année le Tour d'Italie, il a réussi à se venger de cette fin de Tour d'Italie d'il y a quelques années qui avait été compliqué. Et puis, c'est un transfert d'équipe qui s'est quand même qui a bien fonctionné parce que ça reste un coureur qui était l'homme d'une seule structure. C'était Orica Green Edge. Enfin, Orica, Jayco, Bike Exchange, cette équipe a eu plein de noms. C'était l'homme d'une seule structure. Et il a réussi à s'en sortir chez Visma en changeant d'équipe, en changeant de formation. Et on le sait, regardez avec Lutsenko par exemple, qui a quitté Astana pour aller chez Israël. Ça a été très compliqué. Quand on est resté pendant des années dans la même structure, qu'on a des habitudes, que c'est un petit peu votre famille, c'est pas toujours facile de quitter comme ça une équipe quand on y est depuis de nombreuses années. Lui, il a totalement réussi à, à le faire. Et puis, une vraie préparation pour le Giro où on sentait que c'était son objectif. Et ça a marché. Ça a marché. Pourtant, c'était pas le grand tour sur lequel on avait le plus misé du côté de la Visma. Parce qu'on voyait qu'on avait quand même plutôt emmené Van Aert, Koy, on avait plutôt emmené du sprint. On n'avait pas forcément emmené une grosse équipe de montagne autour de Simon Yates, mais il a réussi à s'en servir complètement, avec aussi un grand travail de Van Aert, hein, faut le dire, sur les dernières étapes qui ont bien aidé euh, euh, Simon Yates. Pour moi, c'est une bonne saison. Alors, je le mets 8, parce que devant, je le mets 7, pardon, devant, il y a meilleur que lui. Très clairement, et même certains vont dire, oh, tu l'as mis un petit peu haut dans le classement. Ouais, il a quand même gagné un Giro, hein. Faut quand même pas négliger cet aspect-là du côté de Simon Yates. Mais pour moi, oui, il est dans ces eaux-là. Alors, si vous me dites qu'il est 8e ou 9e, je vais pas vous dire, vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais pour moi, voilà, Simon Yates, ça fait partie des coureurs. Et puis, c'est assez rare de réussir quand même à bien enchaîner Tour de France, enfin Tour d'Italie, Tour de France. Alors certes, Pogacar a démontré qu'il a remporté les deux, mais très régulièrement quand même, depuis 15 ou 20 ans, les mecs qui gagnaient le Tour d'Italie ou qui faisaient un bon Tour d'Italie avaient beaucoup de mal derrière à enchaîner avec le Tour de France. Yates, il arrive quand même à gagner le Tour d'Italie et à remporter une étape sur le Tour de France. Et ça, sur les 10 dernières années ou 15 dernières années, à part Pogacar, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont réussi à le faire. Donc il faut saluer cette performance du côté du coureur britannique. On passe à un coureur qui a régressé dans le classement par rapport à l'an dernier. L'an dernier, il était 3e de ce classement. Cette année, 6e, en sachant que j'ai beaucoup hésité sur sa place. Il y a un moment, il était 4e du classement. Et puis, je me suis dit, là, presque un peu à la dernière minute, non, il est quand même un petit peu haut. Là, déjà, c'est le classement des grimpeurs, pas des meilleurs coureurs de la saison. Ce qu'il faut bien aussi regarder, ce qui fait un système de notation qui est un peu différent. En haute montagne, cette année, il n'a pas été aussi performant que les années précédentes. Tout simplement parce que déjà, il y a eu un accident pendant l'intersaison. Il a eu des petits problèmes aux côtes également pendant le Tour de France. Le petit accident à l'intersaison, c'était avec la poste belge, c'est Remco Evenepoel qui a fait sa dernière saison avec Soudal Quickstep. C'est même assez drôle parce qu'il a été très critique quand même avec Soudal Quickstep, je trouve, dans ses dernières interviews, où en gros il disait presque que c'était un peu à la one again dans l'équipe de Patrick Lefevere, notamment sur les stages. Je trouvais pas ça très sympathique parce que Remco Evenepoel, je trouve quand même que Quickstep a sacrifié énormément de choses et Patrick Lefevere a sacrifié énormément de choses, notamment une équipe performante sur les Flandriennes, pour Remco Evenepoel aussi. Alors certes, Patrick Lefevere a parfois fait des erreurs de gestion sur les dernières années, et notamment sur la distribution des salaires,
Mais le fait que cette équipe ait eu autant de mal sur les Flandriennes, c'est aussi parce qu'on a mis beaucoup d'énergie sur la montagne. On lui a quand même recruté Mikel Landa, on lui a recruté Paré Peintre du côté de Soudal Quickstep pour entourer Remco Evenepoel. Donc je trouve qu'il est pas très sympathique, tu vois. Il pourrait être un peu plus redevable quand même et être un peu plus sympa dans les interviews avec Soudal Quickstep. Voilà, je trouve qu'il a un peu défoncé Soudal Quickstep en disant presque que c'était une équipe d'amateurs. Bon, alors il l'a pas dit aussi violemment que ça, mais je trouve que dans la manière dont il a communiqué sur Soudal Quickstep, voilà, c'est quand même une équipe qui lui a permis de se développer, de progresser au coureur belge. Bon, voilà, je me souviens pas que Pierre Roland il défonçait Direct Énergie, enfin Total Énergie, c'était Robcar à l'époque, quand il est passé chez EF. Jonathan Vaughters défonçait pas mal les méthodes de Jean-René Bernaudot, mais pas Pierre Roland. Pierre Roland n'a jamais défoncé Jean-René Bernaudot, et j'ai même pas le souvenir qu'il ait été très critique avec le Crédit Agricole, parce que je rappelle qu'au départ, Pierre Roland a commencé avec l'équipe du Crédit Agricole. Et je me souviens pas de l'avoir vu, entendu énormément critiquer Roger Leget ou le Crédit Agricole, alors que je crois que ça s'était moyennement passé à l'époque du côté de Pierre Roland. Donc voilà, je trouve que Remco Evenepoel, là-dessus, bon, après la communication de Remco Evenepoel, j'ai toujours trouvé que c'était un peu compliqué. Hein, c'est pas le... Des fois, il faudrait peut-être faire moins d'interviews du côté de Remco Evenepoel. Euh, Après, en montagne, bah, il y a eu des bonnes choses. Déjà les championnats du monde, bon, c'est un bon résultat sur les championnats du monde. Certes, il n'a pas pu chercher Pogacar, mais bon, cette année, sur les courses d'un jour, chercher Pogacar, demander à Pidcock, demander à d'autres, ils ont essayé. Hein. Pidcock, pourtant, Pogacar, il tombe ce jour-là, et pourtant, Pogacar lui met une tôle. Donc, il a été au-dessus. Donc, il y a des bonnes choses. Le Tour de Lombardie aussi, où bah, ça a été le seul à survivre par rapport à Pogacar, mais il y a eu déjà je trouve, des erreurs parfois stratégiques, c'est-à-dire on a vu parfois le mauvais Remco Evenepoel, c'est-à-dire le Remco Evenepoel qui s'agace, qui s'impatiente, qui perd ses nerfs, voilà, et qui perd de l'énergie, je pense, dans ce genre de situation. Voilà, le Remco Evenepoel un peu colérique, qui est pas forcément celui qu'on apprécie le plus. Et puis après, il y a eu cet été qui a été un peu compliqué, quoi. Ce mois de juin, ce mois de juillet, un Dauphiné qui est pas dingue en termes de résultats, et un Tour de France où, bah moi je trouve qu'il a quand même abandonné trop vite. Hein. Je reste persuadé qu'il aurait au moins pu finir l'étape avec le maillot blanc. Euh, voilà, moi ça me chagrine encore ce truc-là d'avoir abandonné. Alors je sais bien qu'il avait des problèmes aux côtes, mais les jours d'avant déjà il avait des problèmes aux côtes. Remco Evenepoel, j'ai l'impression que là il a abandonné un peu vite. On va dire, il aurait pu aller jusqu'au bout de l'étape. Il abandonne, il est à 3 minutes du peloton, un truc comme ça. Donc en plus une situation qui n'était pas du tout irréversible sur cette étape. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un manque de respect envers les organisateurs et envers le sponsor du maillot blanc d'avoir abandonné aussi vite, alors que encore une fois on a vu des coureurs s'accrocher parfois sur des étapes, être dans des situations qui étaient plus complexes que Remco Evenepoel et s'accrocher jusqu'au bout et vouloir passer la ligne à tout prix. Alors je suis pas non plus à dire qu'il faut courir et que si tu es dans une situation vraiment terrible où je sais pas, tu t'es fait un poignet comme Sandy Dujardin et vouloir finir à tout prix le Tour de France, ce qui pour moi était une erreur pour Sandy Dujardin, mais finir l'étape, je suis pas sûr que ça aurait aggravé énormément sa blessure. Voilà. Moi, par exemple, j'étais pas pour l'année où Romain Bardet avait fini l'étape avec une commotion. Voilà, ou Stéphane Kuhn quand il a fini son chrono au championnat d'Europe avec voilà le visage en sang, une commotion. Là non. Mais au niveau des côtes, bon, la situation avec les côtes, elle était déjà là les jours précédents.
Donc je pense qu'on aurait pu aller au bout du côté de Remco Evenepoel. Ça m'a un petit peu déçu. Bon, j'en avais déjà parlé à la fin de cette étape-là, même si on savait pas à ce moment-là qu'il avait un problème aux côtes. Bah, ça a été une saison émaillée de hauts et de bas. De haut parce que sa victoire, notamment sur la Flèche Brabanson, le jour de son retour, avec Van Aert, où il gère plutôt bien Van Aert, même si déjà ce jour-là il se met en colère face à Van Aert. Et puis du moins bien sur certaines épreuves où pour moi il passe à côté, notamment son Dauphiné. Moi j'ai pas aimé son Dauphiné. C'est vrai que sur le Dauphiné il a eu beaucoup de mal. Euh, voilà, il y a eu le Tour de Grande-Bretagne aussi, parce que certes il fait deuxième du Tour de Grande-Bretagne, mais là encore il engueule tous les jours ses équipiers. Enfin voilà, il est aussi dans un état d'esprit qui n'est pas bon ce jour-là. Et par contre, bah, sa démonstration sur les championnats du monde de chrono, sa performance également au championnat d'Europe, c'était pas forcément un terrain qui lui convenait tant que ça, je trouve, au championnat d'Europe. Son Tour de Lombardie, euh, là j'ai trouvé que c'était bien, même certaines étapes du Tour de France avant son abandon, où je trouve qu'il s'en sort bien et qu'il s'en sort beaucoup mieux même que lors du Dauphiné. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal à noter sa saison à Remco Evenepoel parce que, encore une fois, au départ, je l'avais mis quatrième et puis je me suis dit, oui, mais on parle des meilleurs grimpeurs. Et en réalité, quand vous allez voir les noms des coureurs de devant, il y en a au moins 4 sur les 5 qui sont devant lui. Donc je pouvais pas le mettre mieux que 5. Et le coureur qui finit cinquième, pour moi, c'est parce qu'il a fait un meilleur Dauphiné, un meilleur Tour de France. Et vraiment, ça s'est joué énormément sur l'impression que j'ai eue des deux face à face sur le Dauphiné. Et ce coureur-là m'a fait une meilleure impression sur le Dauphiné que Remco Evenepoel. C'est ce qui a fait cette différence au classement. Certains, enfin entendu, les fans de Remco Evenepoel vont encore dire « t'es anti-Remco Evenepoel ». Certains vont dire « moi, je l'aurais même pas mis dans le top 10 ». Parce que Remco Evenepoel, ça fait partie des personnalités du cyclisme, où de toute manière, soit t'es pro, soit t'es contre lui. Là, tu peux pas être objectif avec Remco Evenepoel. On l'a déjà vu plein de fois dans les commentaires. Donc je pense que ça ne changera pas avec cette vidéo, malgré mes explications. Mais voilà, je trouve que il y a eu du bon, il y a eu quand même beaucoup de pas top aussi. Alors ce qui est dû aux blessures, tout simplement, de Remco Evenepoel. C'est pas anodin, la chute avec la voiture de la poste belge. Elle aura des conséquences jusqu'à la fin de sa carrière, très clairement. Donc il y a eu voilà ces soucis qui voilà ont posé problème. Cette chute aussi qui a eu des problèmes au niveau des côtes. Voilà, c'est dommage du côté de Remco Evenepoel. Mais j'espère l'an prochain qu'il remontera sur le podium et surtout qu'il fera une saison complète. On verra comment ça se passera avec la Red Bull Bora Hansgrohe du côté de Remco Evenepoel. Comment il arrivera à s'en sortir dans cette nouvelle équipe et surtout dans cette nouvelle organisation, dans une formation, c'est pas toujours simple de s'intégrer à la Red Bull Bora-Hansgrohe. Les coureurs qui ont eu du mal. C'est pas l'équipe la plus facile, voilà, mais on verra. Red Bull mise beaucoup sur lui. Donc, et là, il pourra pas dire qu'il a pas des grimpeurs et qu'il a pas une équipe solide à ses côtés. Par contre, il faudra gérer les égos. Et là, ça va pas être si facile que ça. Parce que jusqu'à maintenant, chez Quickstep, c'était le leader unique. Il y avait Landa, mais Landa était derrière Remco Evenepoel. Désormais, va falloir jouer avec d'autres têtes d'affiche chez Red Bull Bora-Hansgrohe. Il faudra voir comment il arrive à gérer cette situation-là, le coureur belge.
On poursuit avec le 5e de ce classement, un coureur qui faisait déjà partie de la Red Bull Borans-Grohe, donc qui sera équipier de Remco Evenepoel, ancien biathlète allemand. Ça ferait peut-être même du bien à l'équipe d'Allemagne de biathlon de retrouver Florian Lipovitz dans ses rangs, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, du côté de l'Allemagne, après Östersund, ça s'est pas extrêmement bien passé. Je rappelle qu'il était quasiment dans les rangs juniors, et puis bon, ensuite il a rejoint le cyclisme, Florian Lipovitz. Bah, pour moi, pourquoi il est devant Remco Evenepoel, c'est le Dauphiné. Pour moi, le Dauphiné de Florian Lipovitz est mauvais, et meilleur, pardon. Le Tour de France derrière, bah, il est quand même 3e du Tour à 25 ans et en ayant assez peu d'expérience en World Tour, parce qu'il est arrivé en World Tour en août 2022 en étant stagiaire, puis en 2023 première année complète, et avant il était chez Tyrol. Donc c'est un coureur qui est arrivé déjà un peu plus tard que d'autres dans le cyclisme, parce qu'encore une fois cette carrière dans le biathlon, mais cette carrière dans le biathlon lui a apporté, je pense, plusieurs choses, notamment une très grande connaissance de lui-même, notamment de ses qualités physiques. C'est-à-dire que c'est un coureur Lipovitz qui se connaît extrêmement bien, et notamment ça l'aide sur les contre-la-montre. C'est-à-dire sans forcément travailler, je pense, plus que ça la discipline, il connaît complètement comment son corps va réagir à telle intensité d'effort. Parce que en ski de fond, il faut savoir que déjà en biathlon, l'été, on fait beaucoup de vélo, hein. Du côté du biathlon, Emilien Jacquelin, par exemple, fait beaucoup de vélo. Et les mecs se connaissent parfaitement dans la gestion de l'effort. Parce que c'est une gestion de l'effort complète, un biathlon. Pour pouvoir tirer correctement, il faut pas être dans le rouge. Si tu es dans le rouge, tu vas tirer comme de la merde, hein. Donc il faut réussir à gérer son effort. Et notamment sur des épreuves comme les individuelles, sur des épreuves à 4 tirs, où là, il y a besoin vraiment de se connaître parfaitement. Donc déjà, je pense que ça l'a aidé. Et puis, ses entraîneurs disaient que c'est un coureur qui garde la tête froide, qui s'enflamme pas, et ce qui lui permet tactiquement d'être peut-être un peu meilleur que d'autres, parce que certains vont s'enflammer, vont faire des erreurs, alors que lui va rester peut-être beaucoup plus cérébral, beaucoup plus calme, parce que dans le biathlon, là aussi, hein, le tir, c'est une phase de calme où il faut tout bien faire, et c'est un coureur qui, je pense, sait mieux gérer les temps faibles, parce qu'au biathlon, des temps faibles, n'importe quel biathlète a eu ou aura des temps faibles dans sa carrière. C'est un sport qui est tellement exigeant et qui combine quand même du ski de fond et du tir, qui sont deux trucs presque opposés dans la manière d'appréhender les choses, que forcément tu ne peux pas être parfait tout le temps. Or, pour gagner des courses en biathlon, bah, tu gagnes pas des courses en faisant un 14 sur 20. Ça demande une exigence très grosse. Et je pense que du côté de Lipovitz, cette première carrière dans le biathlon l'aide énormément. Et puis après, ouais, sa saison, elle est bonne. Sa saison, elle est bonne. Son Tour de France, moi, pour moi, est très réussi. Sur un Tour de France où on savait qu'il pouvait être performant après le Dauphiné. C'était un peu comme Tobias Allan Johannesson. Les deux avaient fait un bon Dauphiné en étant devant Remco Evenepoel, mais on se disait, bon, Remco Evenepoel va grimper en termes de niveau. Ce qui, bon, n'a pas été le cas. Mais après, derrière, il fallait gérer Oscar Only, qui fait également un bon Tour de France. Et puis l'équipe Red Bull Borans Grohe, qui a plutôt bien géré la chose sur cette épreuve. C'est même marrant parce que du côté de la Red Bull Borans Grohe, euh, ceux qui ont performé étaient peut-être pas forcément les plus attendus. Dans le cas où on n'attendait pas à ce que Lipovitz fasse podium sur un grand tour, on n'attendait pas à ce que Pellizzari fasse de top 10, et on n'attendait pas à ce que Jane Lay fasse également une belle Vuelta. Et c'est vrai que la surprise, c'est de voir par exemple un Roglic se planter cette année, ce qui n'est pas assez habituel que ça du côté de Primoz, de ne pas avoir eu énormément de résultats sur la saison. Mais du côté de Florian Lipovitz, oui, moi j'ai aimé la manière dont il a construit sa saison. C'est-à-dire qu'il est vraiment monté crescendo, un Paris-Nice où il fait 2, ce qui est déjà très bien.
Mais ensuite, il est un peu derrière sur le Tour du Pays Basque, alors qu'il était un Tour du Pays Basque particulier. C'est l'un des rares aussi qui a pas fait Liège. Il a fait aucune des 3 classiques. Il fait quasiment pas de course d'un jour, hein. On parle beaucoup de Vingegaard, mais lui aussi, sur sa saison, n'a fait que Québec et Montréal en course d'un jour et deux courses en Espagne en tout début d'année. Sinon, il a fait que des courses par étapes. Mais oui, c'est vrai que Paris-Nice, il a déjà été performant en étant régulier toute la semaine. Bon contre-la-montre par équipe. Et puis ensuite, la Côte-Saint-André, il était dans le top 5, mais il a essayé d'être régulier le plus possible pendant toute la semaine. Tour du Pays Basque un peu derrière, mais c'était encore une fois un Tour du Pays Basque qui était particulier. Pas forcément beaucoup de monde au départ. Une liste de départ qui était assez atypique. C'était punchy, mais peut-être pas le Tour du Pays Basque le plus dur non plus de l'histoire. Derrière, le Dauphiné, bon, qui est excellent, notamment en étant devant. Cette année, il faut quand même rappeler que le Dauphiné avait une liste de départ qui était impressionnante. Donc il a été solide. Le Tour de France, bon, j'en parle même pas, où il fait notamment quatrième du contre-la-montre à Périgude, pardon, donc derrière les gros du classement général. Bon, ensuite la fin a été, il est rentré un peu plus dans le rang. Et moi, ce que j'aime aussi du côté de Lipovic, c'est qu'il a confirmé. L'an dernier, il fait une grosse Vuelta. Il fait une grosse Vuelta euh, lors de la saison dernière. Et derrière, il confirme. Et on le sait, avec plein de coureurs, je pense notamment à Hite Brooks, mais également à Juan Ayuso, ou à un Carlos Rodriguez, confirmé, pas toujours simple, et confirmé dans le temps aussi. Là, cette deuxième saison, elle est bonne. On verra l'an prochain s'il arrive aussi à continuer, parce que Carlos Rodriguez, c'était 2 bonnes saisons, et puis après, derrière, ça s'est érodé. Mais c'est très compliqué de réussir à confirmer ces résultats. Et je trouve que Lipovic, il a réussi à le faire. Et pour moi, un coureur qui arrive à enchaîner 2 grands tours, alors qui était passé de premier, parce que son premier c'était le Giro, en réussissant à être performant, ça annonce quand même de bonnes choses pour la suite. Alors encore une fois, il va falloir voir maintenant la concurrence avec Remco Evenepoel, parce que pour moi il y aura une concurrence entre les deux. Euh, donc on verra comment on arrivera à goupiller tout ça. C'est pour ça qu'en 2026, il faut pas qu'il se repose sur ses lauriers, parce que imaginons qu'en 2026 il fait une meilleure saison que Remco Evenepoel, ça pourra peut-être permettre à l'Allemand d'avoir le Belge à son service. Et surtout d'avoir les meilleures courses au niveau du calendrier. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir comment il va gérer Lipovic, cette situation aussi avec Remco Evenepoel. Mais pour moi, ouais, il a fait une super saison, il a vraiment complètement confirmé tous les espoirs qu'on avait vus en lui en 2024. Et ça, c'est quand même pas anodin pour un coureur qui, encore une fois, a assez peu d'expérience chez les professionnels. Et puis moi, j'ai vraiment trouvé beaucoup de calme, beaucoup de solidité du côté de Lipovic. Donc voilà, avec aussi peu d'expérience, c'est pas anodin non plus de la part du coureur allemand. Jean Almeida, quatrième de ce classement. Là aussi, ça commence à être un coureur qui est très régulièrement dans ce top 10, Joao Almeida. Il a gagné des positions par rapport à l'an dernier. L'an dernier, il était 7e. Cette année, donc, il est 4e, Joao Almeida. Mais parce que moi, j'ai adoré sa Vuelta. Déjà, premièrement, je trouve que sa Vuelta, il a vraiment menacé à certains moments Vingegaard, notamment quand il gagne à l'Angliru, où je trouve que ce jour-là, Vingegaard, il a jamais réussi à le dépasser sur cette étape-là. Il gagne quand même l'Angliru, qui est une montée qui est quand même mythique et difficile. Il a corrigé, je trouve, alors même si c'est pas encore le meilleur sur les débuts de montée, mais je trouve qu'il a quand même grandement corrigé ses débuts de montée. C'est dommage sur la Vuelta, moi je pense que ça joue sur les équipiers. Euh, Ce qui a été le problème de Vingegaard sur le Tour de France a été un peu le problème d'Almeida sur le Tour d'Espagne, c'est-à-dire que son équipe a joué sa propre carte. Tous les jours, il y en avait un dans une échappée. On a eu Jebine, on a eu Juan Ayuso qui ont joué leur carte. Ça a forcément nui à Almeida et notamment, je pense, c'est l'étape où il perd le plus de temps.
avec le final lors de la dernière étape aussi où il a un petit peu souffert. C'est sur la première étape de montagne où à Andorre, il manque de monde pour suivre Vingegaard à ce moment-là et il s'est retrouvé très souvent seul. Almeida trop souvent seul. Mais pour moi, sa Vuelta, je l'ai trouvée très bonne. Très très bonne. Je trouve qu'il a fait vraiment une super course et qu'il a pas eu du tout à rougir par rapport à Vingegaard. Il n'a pas eu du tout à rougir par rapport au coureur danois. Donc ça, pour moi, déjà, c'est du très solide. Le travail d'équipier, bien entendu, en début de course qu'il a fait sur le Tour de France, même si il a abandonné trop vite dès l'étape de Mur de Bretagne où il est tombé. Et ensuite, ça a été compliqué, mais les premiers jours, il a fait encore une fois un gros travail d'équipier et il était dans le bon paquet à Mur de Bretagne. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné Almeida avec Pogacar, des Murs de Bretagne. Un Tour de Suisse excellent aussi, parce que faut quand même rappeler que sur le Tour de Suisse, sur les premières étapes, il perd quand même 3 minutes par rapport à Romain Grégoire, par rapport à Kevin Vauquelin, et qu'il a réussi à rattraper totalement son retard pour les dépasser et les déposer lors du dernier week-end de course. Il gagne quand même 3 étapes ce jour-là, en étant offensif, lors de l'étape numéro 4, ce qui est quand même pas habituel chez Almeida de faire un raid solitaire de 40 ou 50 km ce jour-là. Super contre la montre et puis même la première étape enfin l'étape de haute montagne de la veille aussi où il avait été très solide. Jean Almeida. Alors sur le Tour de Romandie, qui a gagné également, encore une fois, je n'ai pas vu cette épreuve, donc j'ai un peu du mal à juger. Tour du Pays Basque, là aussi une dernière étape qui m'a marqué dans des conditions climatiques difficiles où il avait aussi exprimé tout son talent. Donc non, c'est un coureur qui a su être performant, qui a remporté l'étape de la Loge des Gardes aussi, Almeida, sur Paris-Nice, alors que c'était pas forcément toujours le meilleur en début de saison. Jean Almeida, donc je trouve qu'il a été hyper régulier dans sa saison, qu'il a été bon parce qu'il gagne quand même plus de 4000 points pour UAE. C'est vrai qu'à chaque fois on dit il y a eu Pogacar, mais il n'y a pas que Pogacar qui permet d'expliquer la domination de la UAE. Et je trouve qu'à 27 ans, c'est sa meilleure saison chez le pro. Pourtant, il avait déjà fait des bonnes saisons avant, hein, mais je trouve que c'est vraiment sa meilleure saison chez les pros. Et moi, j'aimerais bien le voir l'an prochain sur le Giro. Bon, je pense que ça sera pas le cas, mais j'aimerais bien le voir voilà sur le Giro parce que pour moi, c'est vraiment un coureur qui a le profil pour le Tour d'Italie, c'est-à-dire avec des montées qui sont longues, plus que des montées punchy comme le Tour d'Espagne, qui pour moi correspondent moins à ses qualités. Puis j'espère enfin que sur une course, l'équipe sera vraiment à son service, parce que pour moi c'est vraiment ce qui a manqué sur la Volta, c'est que l'équipe était pas du tout à son service. L'équipe voilà voulait à chaque fois gagner des étapes un peu dans tous les sens, et ça a forcément nui au collectif autour de Jean Almeida, et sur certaines étapes ça lui a coûté beaucoup de temps. La seule étape peut-être où il m'a déçu, et encore, c'est au Bola del Mundo. Parce que voilà, moi j'aurais bien aimé qu'il arrive à suivre Vingegaard jusqu'au bout à la Bola del Mundo, mais là ce jour-là, le Danois était intouchable et je pense que lui, il était un petit peu moins bien ce jour-là. Sinon, très belle Volta pour Jean Almeida. On continue dans ce classement avec un coureur mexicain. Un coureur mexicain qui a fait, lui, un super Giro en première partie de saison et qui a fait partie des coureurs marquants. Le seul à suivre Pogacar pendant un certain temps lors des championnats du monde, c'est Del Toro. Pas Del Toro, déjà, il a enchaîné les victoires ça, sur les courses d'un jour. Ça, c'est clair et net, il a été efficace. Mais moi, je retiens son Giro parce que il perd la course parce qu'on s'est un peu trop regardé et qu'on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux au niveau stratégique sur la fin de course. Mais je rappelle, il a 22 ans aussi, donc il reste jeune. Et que je trouve que chez UAE, on s'est emmêlé les pinceaux sur toute la dernière semaine du côté de l'équipe Emirati, où on a pendant trop longtemps fait confiance à Juan Ayuso alors qu'il n'était pas dans le coup. Et qu'on aurait dû tout mettre sur Del Toro bien plus tôt sur cette course.
Et je trouve qu'on a un peu trop attendu avant de tout mettre autour de Del Toro et qu'en plus, après derrière, on a vraiment mal géré, je trouve, en termes de tactique sur cette fameuse avant-dernière étape. Mais moi, le numéro déjà qu'il lui fait à Sienne, euh, moi, m'a marqué sur cette étape-là. Et puis également l'étape de Bormio, sur une étape comme ça où il arrive à s'imposer. Et il y a quand même un homme de journée où il a réussi à faire la différence par rapport aux autres leaders du classement en général, où il a vraiment fait la différence. Et pour moi, bon voilà, c'est encore une fois, c'est UAE qui s'est planté sur les derniers jours, mais Del Toro qui a été impressionnant pendant toute cette saison. Pourtant, le début d'année avait peut-être été moins fantastique que d'habitude, mais il a eu aussi beaucoup plus un rôle d'équipier sur cette première partie de saison. Mais sa victoire à Milan-Turin, déjà, il fait une différence en très peu de kilomètres, finalement, Milan-Turin, mais il arrive à faire une différence impressionnante dans le final, le jour où il se tape une amende, parce qu'il a le maillot vert, dans les idées à la con de l'UCI, mais où il fait là aussi un sacré numéro. Il fait quand même 13e de Milan-San Remo, alors qu'on fait un énorme boulot pour Tadej Pogacar ce jour-là. Et puis après, en montagne, ouais, son Giro m'a vraiment marqué, parce que je l'ai trouvé très très bon sur cette course. Alors on se tient aussi en mêler les pinceaux sur la Classica San Sebastian. Bon, il finit 5e, mais après il a remporté beaucoup de courses d'un jour en fin d'année et puis les championnats du monde. Et il arrive quand même à tenir 30-40 bornes avec Pogacar et on sait que c'est compliqué de tenir la roue de Pogacar. Et même à la fin, alors que bon, il a quand même souffert dans ces championnats du monde physiquement, il arrive quand même à finir dans le top 10, alors qu'il a quand même complètement explosé dans la route Pogacar. C'est-à-dire qu'il explose complètement, il est rattrapé, il voit le podium s'éloigner, et pourtant il arrive quand même à finir 7e sur un championnat du monde qui a quand même été extrêmement difficile, et puis il a été présent sur toutes les semi-classiques italiennes. Il a quand même fait un nombre de résultats sur ces semi-classiques italiennes qui est assez dingue, plus le Tour d'Autriche qu'il a remporté aussi pendant l'été. Alors Tour d'Autriche que je n'ai pas suivi aussi parmi les courses, mais moi de ce que j'ai vu d'Isaac Del Toro, c'était excellent. Voilà, c'était excellent. Il m'a vraiment sur le Giro, il m'a vraiment impressionné. Parce que quand je l'ai vu prendre le maillot rose vite, je me suis dit, ah, il prend quand même le maillot rose après l'étape de Sienne. Je me suis dit, est-ce que ça va tenir longtemps cette affaire-là? Est-ce qu'il y a un moment, il va pas craquer en troisième semaine? On savait que la troisième semaine du Tour d'Italie est toujours très dense, un peu moins l'an prochain, mais normalement elle est toujours très dense. Et je me disais, et à un moment, il va craquer. Il a jamais vraiment craqué sur le Tour d'Italie. Alors il y a eu des journées où il a été moins bien, je pense en lendemain de journée de la deuxième journée de repos où il a été un peu moins bien, mais il a toujours réussi à conserver, à pas exploser complètement, à rester dans le coup. Et même sur la troisième semaine, prend quand même une victoire à Bormio et il prend une deuxième place. Enfin, il fait 3 top 10 sur la troisième semaine avec le maillot rose. Bon, il perd le maillot rose le dernier jour, mais encore une fois, je pense que c'est surtout ça a été surtout une faillite du staff de UAE qui s'est quand même bien planté ce jour-là en termes de stratégie. Et puis surtout, sa saison aurait pu s'arrêter après le Giro. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire, ok, j'ai réussi mon Giro, après derrière, je dirais pas je me la coule douce, mais un peu un palier de décompression. Et là encore, pas du tout de palier de décompression. Tour d'Autriche, qui est pourtant pas la plus grande course du calendrier, où il y avait peut-être pas forcément beaucoup d'enjeux du côté de la UAE pile, il colle encore 3 victoires ce coup-là, et puis sur toutes les semi-classiques italiennes, où là ça a été de la folie. En gros, on voyait que lui, on espère l'an prochain un calendrier peut-être un peu plus dense au niveau du World Tour. Vraiment le voir sur des courses un peu plus importantes du côté d'Isaac Del Toro. Et puis j'espère qu'il confirmera, mais je me fais pas trop de soucis quand même du côté de Del Toro. Après, on a eu quand même le cas Juan Ayuso du côté de cette formation, mais je pense que voilà, il arrivera aussi à enquiller les résultats. Mais voilà, super Isaac Del Toro et super saison de la part du coureur mexicain. On passe, et pour ça, pour moi, c'est pour cela qu'il est sur le podium de ce classement. On passe tout de suite au numéro 2. À partir de maintenant, plus beaucoup de suspense.
Vu tous les noms qui ont été cités, vous savez à peu près qui sera dans les 2 premières places et vous pouvez même déjà déterminer qui sera, la hiérarchie, vu qu'il y a quand même un coureur qui a un peu surdominé la saison. Donc le deuxième, c'est le deuxième de cette catégorie. C'est Jonas Vingegaard, le Danois. Il gagne la Vuelta. Donc déjà, il gagne un grand tour. Il arrive à faire podium sur le Tour de France. Bon, certes, loin de Pogacar, mais je pense que Pogacar était intouchable. Alors certes, c'est toujours frustrant du côté de Jonas Vingegaard, c'est ce côté je reste suceur de roue et je reste peu offensif. Pourtant, hein, j'avais cru pendant le Dauphiné que ça allait changer. Et puis bon, sur le Tour de France, il a surtout suivi la roue de Pogacar. C'est ça qu'on pourrait reprocher à Vingegaard, c'est que c'est quand même pas le coureur le plus offensif au monde. Et que parfois on aimerait voir un coureur un peu plus à l'attaque du côté de Jonas Vingegaard, surtout qu'il sait faire. Encore une fois, cette première étape du Dauphiné nous l'avait démontré du côté de Jonas Vingegaard. Je trouve quand même qu'en ayant eu un aussi gros trou dans sa saison, je rappelle qu'il a quand même pas couru pendant 3 mois, il tombe sur Paris-Nice. Derrière, on ne le voit pas pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il a que 62 jours de course dans les pattes, mais en plus extrêmement condensé quand même sur l'été. Il arrive quand même à marquer quasiment 6000 points. 5944 points au classement UCI, en ayant eu un Paris-Nice extrêmement compliqué, bon, un Dauphiné où il suit la cadence de Pogacar, mais voilà, c'est quand même pas anodin comme nombre de points UCI. Encore une fois, en ayant eu un énorme trou dans sa saison de 3 mois, qui je pense lui a coûté pour le Tour de France. Je suis persuadé que sa préparation pour le Tour de France a vraiment pas été idéale et que le fait d'avoir eu un aussi grand trou, c'était pas top. Et après, bon, dommage de ne pas avoir été plus offensif sur le Tour de France. Moi, j'aurais aimé voir un coureur plus offensif parce que il y a des moments, il faut savoir prendre des risques. Et je trouve que c'est le problème de Vingegaard aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme Yann Ulrich, quoi. Hein. À un moment, on se dit, on aimerait un jour qu'il attaque, un jour qu'il fasse quelque chose. Et puis bon, ça arrive jamais véritablement. Donc c'est ça qui est un peu, c'est un peu déceptif, quoi, hein, à chaque fois avec Vingegaard, parce qu'on croit que il va être plus offensif, plus offensif. Il y a aussi la communication autour de Vingegaard qui n'aide pas. Euh, je trouve à le rendre sympathique, on va dire, aux yeux des gens. Mais actuellement, c'est le seul qui arrive, je dirais pas à inquiéter Pogacar, mais c'est le meilleur des autres. À une époque, il faisait partie des ogres. Pour moi, Vingegaard aujourd'hui fait plus partie des ogres du peloton. Pour moi, il fait voilà, les ogres, c'est Van Der Poel, c'est Pogacar. Du côté des sprints, à une époque, c'était Milan, un peu moins cette année. Comme chez les filles, du côté des ogres, Vibes, Pauline Ferrand-Prévot, qui sont vraiment au-dessus du lot dans leur domaine. Pour moi, Vingegaard faisait partie de ces mecs-là où ils se pointaient au départ d'une course, tu savais qu'ils allaient être imbattables. Là, c'est moins le cas, parce que même sur la Volta, on a un peu eu les pétoches jusqu'au bout, de savoir, enfin moi j'ai eu les pétoches jusqu'au bout en me disant, est-ce qu'il allait réussir à s'en sortir? Et je pense que ce qui a quand même beaucoup aidé Vingegaard aussi, sur cette Volta, c'est le parcours qui a été quand même extrêmement raboté, que ça soit le contre-la-montre qui a été raboté, que ça soit, enfin voilà, cette dernière semaine qui a été quand même très compliquée. Ça a aidé Vingegaard parce que ça a compliqué la tâche d'Almeida pour tenter de lancer des offensives et tenter de reprendre du temps. C'est ce qui a permis à Vingegaard de s'en sortir. C'est vraiment aussi cette dernière semaine. Mais jusqu'à la fin, moi j'ai eu un peu les pétoches pour lui en me disant est-ce qu'il allait réussir à s'en sortir, est-ce qu'il allait tenir la cadence du côté de Jonas Vingegaard. Mais voilà, je trouve que maintenant il fait partie des gens des autres. Il fait plus partie des ogres, même si c'est le meilleur des autres. Et j'aimerais bien qu'il redevienne un ogre quand même. Ça serait bien qu'on ait une bataille entre deux ogres du côté du prochain, enfin des prochaines oppositions entre Vingegaard et Pogacar, ou même entre un Vingegaard et Del Toro, parce qu'aujourd'hui, est-ce que Vingegaard battrait Del Toro?
Le Del Toro qui aurait la forme du dernier Giro, je suis pas si sûr. Ça serait quand même une grande interrogation. Ça serait même intéressant d'avoir l'un face à l'autre. De peut-être pas forcément avoir Pogacar sur le prochain Giro, mais d'avoir un Jonas Vingegaard versus Del Toro versus Almeida pour voir s'il est vraiment capable de les battre sur un parcours qui serait pas modifié par des interventions extérieures. Comme d'habitude pour les tops, avant d'attaquer avec le numéro 1 de ce classement, eh bien on passe aux mentions honorables. Et du côté de ces mentions honorables, on commence avec Oscar Only, quatrième du dernier Tour de France. Oscar Only, vainqueur d'une étape également sur le Tour de Suisse, quatrième aussi du Tour de Grande-Bretagne. Bon là, il y avait un peu moins de montagne, présent aussi au championnat du monde, mais qui n'a pas été impactant sur cette épreuve. Il a fait une saison solide et on l'attendait euh, enfin Oscar Only en capacité de faire une saison à ce niveau-là. On savait qu'Oscar Only c'était une pépite, ça on le savait, DSM le savait également, enfin Picnic Post-NL le savait aussi que c'était un coureur qui avait vraiment ses capacités à obtenir des résultats. Par contre, la particularité cette année d'avoir obtenu ces résultats sur les meilleures courses du calendrier et surtout régulièrement. Jusqu'à maintenant, Oscar Only, il était capable de faire des coups d'éclat, mais par contre, sur la durée d'une saison, on se disait toujours, ah, bah là, c'est un petit peu décevant. Ah, bah là, il a pas réussi à exister. Ah, sur ce grand tour-là, ça a été compliqué, ou soit il a abandonné très vite. C'est aussi un coureur qui avait cette faculté à se faire des clavicules, voilà, qui donc était souvent absent sur une partie de saison et qui avait du mal à courir énormément. Cette année, 74 jours de course pour Oscar Only. Il a fait son début de saison habituel par l'Australie, c'est un coureur qui commence quasiment chaque année désormais par le Down Under. Et puis, normalement, après, il se faisait une clavicule. Après le Down Under, soit en retour en Europe à l'entraînement, soit parfois il allait sur l'UAE Tour. Enfin, c'est un coureur voilà, qui se faisait souvent une clavicule sur la première partie de saison. Forcément, ça perturbait après tout le déroulement de l'année. Bah là, ça a été la différence, c'est qu'il a couru énormément et surtout, il n'y a pas eu de trou dans sa saison. Et c'est un coureur qu'on voyait quand même plutôt sur un profil puncher et qui nous a démontré également que sur des montées longues, il savait être efficace à la fois sur le Tour de Suisse, à la fois également sur le Tour de France. Et sur le Tour de Suisse, certes, il avait été bon, mais comme cette année, le Tour de Suisse, il n'y avait pas une grande densité au départ, tout le monde était quasiment sur le Dauphiné, on s'était dit, qu'est-ce que ça fera sur ce Tour de France? Et il a réussi à être performant sur cette épreuve, ce qui fait que Oscar Only fait partie des coureurs qui sont très courtisés, et il pourrait même casser son contrat avec la Picnic, il l'a annoncé en interview, aujourd'hui même, hein, enfin aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, parce que nous sommes le 9 décembre au moment où j'enregistre cette vidéo, il a dit, eh bien, en gros, il y a une quinzaine d'équipes qui voudraient racheter ces 2 ans de contrat, donc c'est absolument pas sûr qu'il reste chez Picnic. Il pourrait changer de formation. Des discussions sont en cours. Ça serait dommageable s'il arrivait dans une grosse structure comme Visma, comme UAE, comme voilà, parce que encore une fois, ça va concentrer les forces dans certaines équipes et il y a certaines formations qui n'existeront plus du tout en World Tour. Et il faudra presque mieux être en deuxième division qu'en World Tour à un moment. Mais oui, c'est la gros. Enfin, Oscar Only, voilà, qui est dans les discussions. Ça serait dommageable pour la Picnic Post-NL, surtout que c'est une équipe, ça fait quand même 2 fois où la qualif pour rester en World Tour, c'est quand même joué sur les derniers mois de l'année. Et là, heureusement qu'il a été là, même Oscar Only, parce qu'il a apporté quand même beaucoup de points à cette formation. Quasiment 2910 points, quasiment 3000 points, donc de marquer par Oscar Only pour une équipe qui a dû en marquer peut-être 10 000, 11 000 sur l'année. Ça veut dire que si on enlève Oscar Only chez Picnic Post-NL, bah, il faudra trouver un autre coureur, sauf qu'en décembre, trouver un autre coureur talentueux, ça peut être un petit peu compliqué. On poursuit avec Carapaz. C'est dommage, Carapaz. Son année, là aussi, elle est dure à juger, je trouve, Carapaz, parce qu'il y a un énorme trou dans sa saison. Lui, il n'a pas couru pendant 3 mois aussi. De juin à septembre, il n'y a pas un jour de course pour Carapaz.
Il devait faire la Vuelta, il n'a pas fait la Vuelta. Enfin voilà, on n'a jamais vraiment su même ce qui s'était passé dans ce trou dans sa saison. Coureur qui est toujours sans contrat au 9 décembre. Donc c'est quand même surprenant pour un mec qui a fait troisième d'un Giro de se retrouver sans contrat. Pour moi, c'est une année réussie hein, pour Carapaz. Ce qui m'a manqué vraiment, c'est un peu plus de jours de course. Voilà, parce que c'est vrai que son début de saison a été un peu poussif. Moi, je me rappelle notamment sur le Tour des Alpes maritimes où je l'ai pas trouvé incroyable. Alors c'est vrai que normalement, il devait faire l'étoile de Bessèges. Il a fait que 2 étapes de l'étoile de Bessèges. Tirreno aussi, mais bon, Tirreno, il y a une année où il était tombé. Donc là, déjà, il n'est pas tombé sur Tirreno. Mais c'est vrai que jusqu'au Tour d'Italie, ça a été pas exceptionnel. Super Tour d'Italie. Sauf qu'après, derrière, bah, de nouveau, arrêt pendant 3 mois de saison. Alors, sa deuxième partie de saison, à partir du mois de septembre, est absolument pas horrible. Hein. Il y a quelques résultats et c'est pas un raté complet. Mais c'est vrai que ce trou de 3 mois m'a un peu gêné pour le rentrer dans les meilleurs classements, dans les meilleurs coureurs du classement. Alors, vous allez me dire, j'ai mis Derek G alors que Derek G a moins couru. Oui, mais Derek G m'a fait une meilleure impression sur l'entièreté de sa saison que Richard Carapaz. Après, Richard Carapaz, dans le classement, il est 11 ou 12. Hein, en réalité, voilà, il est à la limite. Mais je trouve que cette année, autant c'était facile de faire les premières places du classement, autant à partir de la 7e, 8e place, c'est très dense. En fait, entre un mec qui est 7 et un mec qui est mention honorable, parfois ça s'est joué vraiment à pas grand chose. J'ai eu beaucoup de mal à faire les dernières places du classement. Autant des fois les dernières places du classement tu les fais facile, autant là, je trouve que pour les grimpeurs c'était compliqué. Félix Gall, toujours là, toujours vivant, certains diraient du côté de Félix Gall, oui, toujours là. Bon, il est présent sur 2 grands tours. Il fait partie de ces coureurs qui ont réussi à faire top 10 sur les 2 grands tours. Il y en a eu quelques-uns cette année du côté de Félix Gall. Pour moi, l'année est réussie. On part quand même d'un Félix Gall qui, en 2024, c'était pas exceptionnel ce qu'il avait fait en 2024. Félix Gall, je trouve il avait pas réussi à confirmer son année 2023. Pour moi, on a retrouvé le Félix Gall de 2023. Voilà. Alors 2024 avait été décevant, autant 2025, pour moi, il est au niveau de ce qu'il avait fait en 2023, où où il avait fait un très bon Tour de France. Pour moi, c'est toujours dans les 4-5 meilleurs éléments aujourd'hui, souvent au départ d'un grand tour. Mais actuellement, pour moi, je ne le voyais pas mettre dans le top 10, parce que pour moi, les 10 noms qui sont dans ce top 10 sont meilleurs que Félix Gall. Donc voilà, c'est pas de chance pour lui, c'est qu'il y a d'autres années, avec la saison qu'il a réalisée, il aurait été dans le top 10. Cette année, il est même limite à pas être dans les mentions honorables. Ça joue à pas grand-chose, parce que en fait, il fait pas parler de lui. C'est un peu le Kelderman moderne, Félix Gall. Cette année, il m'a fait un peu penser à Kelderman, c'est-à-dire qu'il était toujours là, mais jamais vraiment dans la lumière. Sur le Tour de France, il est 5e, mais bon, c'est pas forcément le coureur qu'on a le plus suivi. Et puis, je trouve qu'en montagne, il a eu un petit souci de régularité. Alors pas un jour c'était nul à chier, le lendemain c'était super. C'est que des fois c'était super, et puis des fois c'était juste moyen. Et d'un jour sur l'autre, je trouve qu'on avait du mal à savoir s'il allait être bien. En fait, on avait du mal à savoir s'il allait être troisième d'une étape, et puis le lendemain, il pouvait être 8 ou 10, ou même 12 ou 13. C'était un peu ça son Tour de France. C'est-à-dire qu'il y avait une étape ça allait, une étape ça allait plus, et c'était compliqué de savoir d'une journée à l'autre. Pareil sur son Tour d'Espagne. Il y a des étapes où il a été dans le top 5, où il était très bien, et puis d'autres étapes où il a du mal à rentrer dans le top 10, où il s'accroche vraiment. Par exemple, il fait 13e à la Bola del Mundo. Il fait 4e sur l'étape de l'Estación de Esquí de Val d'Escarret. Il fait 5e à l'Angliru, par exemple, mais sur les premières étapes, il est un peu plus en difficulté. Donc ça a été ça, j'ai l'impression, pendant toute son année. Ça oscillé entre le moyen et le très bon, mais d'un jour sur l'autre.
C'est pour ça aussi qu'il est pas entré dans ce top 10. Tobias Allan Johannesson, bah, on a retrouvé le Tobias Allan Johannesson qu'on avait vu vainqueur d'un Tour de l'Avenir. On se disait, est-ce que ça allait un jour arriver de le voir enfin performer du côté de Tobias Allan Johannesson, qui avait eu pas mal de problèmes de genoux du côté du coureur norvégien. Bah, il a fait enfin une grosse année, gros Dauphiné, gros Tour de France. 5 et 6e, et c'est dommage, sur la fin du Tour de France, il perd quelques places. Mais il fait voilà 2 courses où il peut être très satisfait du côté de Tobias Allan Johannesson. Sur la première partie de saison, déjà, on avait vu du mieux par rapport à ce qu'il avait fait certaines années. Et surtout, bah, il a enfin joué le classement général d'une grande course. Jusqu'à maintenant, Tobias Allan Johannesson, il avait joué parfois des étapes, mais pas les classements généraux, parce que il n'arrivait pas à être régulier. Et puis surtout, bah, il avait fait des saisons qui parfois démarraient tellement bas en termes de résultats qu'ensuite, bah, c'était compliqué de vouloir jouer le général et d'avoir la confiance de son équipe. Et là, bah, je trouve que Tobias Allan Johannesson, lui aussi, il a fait une saison beaucoup plus complète et épargné par les blessures. C'est un peu, on parlait de Oscar Ondy aussi. C'est un coureur qui cette année a été épargné par les gros pépins, les gros soucis, et ça a joué sur sa régularité. Donc voilà, pour rentrer dans le top 10, j'en attends encore un petit peu plus du côté de Tobias Allan Johannesson. L'avantage, c'est que l'an prochain, il sera chez Uno X en World Tour, donc il pourra peut-être faire également 2 grands tours dans la même année, ce qui, sur cette saison 2025, n'était pas possible. Pellizzari, pour moi, il a totalement confirmé les attentes. Pellizzari. L'an dernier, on se souvient, il fait un super Giro avec la Bardiani, mais il fallait quand même réussir à passer d'une équipe comme la Bardiani, qui est quand même pas la plus grosse structure de deuxième division, à une structure comme la Red Bull, qui est une énorme méga structure, et réussir à répondre aux attentes. Et regarde, par exemple, Castrillo a pas forcément totalement répondu aux attentes. Lui qui a fait le même chemin, grosse Vuelta, derrière il va chez Movistar, ça s'est pas goupillé totalement parfaitement. Pellizzari, il a réussi. Et en plus, Pellizzari, moi je m'attendais pas à ce que tout de suite il arrive à jouer du classement général. Et dès son premier grand tour avec Red Bull Bora-Hansgrohe, il joue le classement général, un peu obligé par le fait que Roglic n'était pas bien et a dû abandonner. Et il s'en est très très bien sorti dans ce registre-là. Deuxième grand tour de l'année sur la Vuelta, je me dis, bon, certes, il a fait un gros Giro, mais faudra voir comment ça se goupille au niveau des leaders chez Red Bull Bora Hansgrohe. On savait pas trop à quoi s'attendre. Et là encore, il arrive à jouer le classement général en remportant une étape. Pas mal aussi au niveau du classement du meilleur jeune, bon, battu par Recitello sur la fin, où Recitello lui repasse devant. Et puis opportuniste aussi, hein, dans sa manière de gagner son étape sur la Vuelta. C'était absolument pas le plus fort sur cette journée, mais il a su être intelligent et il a su profiter des errances de marquage de Matteo Recitello, qui s'était raté ce jour-là. Mais pour moi, ça a été une bonne année du côté déjà de la Red Bull Bora-Hansgrohe, mais aussi du côté de Giulio Pellizzari, surtout enchaîner 2 top 10 la même année. C'était la première fois en plus qu'il enchaînait 2 grands tours sur la même saison, dont une Vuelta qu'il n'avait jamais faite. Bah, à 22 ans, c'est quand même du très très costaud, du très solide, et surtout quand au début de ce Giro, il n'avait pas forcément un rôle de leader, bah, il a bien réussi à récupérer ce rôle de leader. Donc bravo à Giulio Pellizzari et à cette saison qui a été rondement menée, 4e également du Tour de Burgos. Donc voilà. Très bien, Giulio Pellizzari. Jayne, pareil, Jayne, toujours vivant. Jayne, je pense que c'est l'un des coureurs les plus sous-estimés du peloton. C'est-à-dire que depuis son début de carrière, je ne sais pas pourquoi, mais même moi, j'ai tendance à sous-estimer Jane Lay.
à dire à chaque fois, il va faire l'équipier. Il est plus leader, c'est plus un leader, c'est un équipier. Et à chaque fois, il nous rappelle que, bah non, il peut encore être leader. La Volta qu'il a réalisée, elle est très bonne. Son travail d'équipier est quand même solide aussi, du côté de Genley, mais il est toujours capable de faire des bons classements. Alors, il s'est raté cette année sur le Tour d'Italie, il a dû abandonner assez vite. Voilà, c'est la seule déception de son année. C'est ce qui fait aussi qu'il n'est pas dans le top 10 et qu'il y a de la densité dans ce top 10. Mais je trouve que vraiment, c'est un coureur qu'on sous-estime énormément parce que déjà, quand il est équipier, il fait un super job, mais en tant que leader, bah, il arrive toujours à exister, à être régulier en plus dans ses grands tours. C'est quelqu'un qui finit toujours bien ses grands tours. Encore cette année sur la Volta, il a très très bien fini en dernière semaine. C'est un coureur qui a une très grande capacité de récupération et toujours là. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Genley, il a genre 35 balais, parce qu'il est là depuis longtemps. Il a commencé très jeune, Genley. Donc au final, il a que 29 ans. Et à 29 ans, il a quand même déjà un super palmarès. Vainqueur d'un Tour d'Italie et deuxième de ce même Tour d'Italie, donc quatrième d'un Tour d'Espagne. Il avait fait également top 10 d'un Tour de France, me semble-t-il. Et surtout, il arrive à toujours obtenir des résultats. C'est pas le coureur le plus impressionnant, c'est pas le coureur qu'on surveille le plus, mais c'est un coureur qui reste efficace. Donc il faut saluer ce que fait Jane Lay. Michael Storer, très bien. Non, très bien, Storer, là aussi, coureur qu'on a retrouvé à un bon niveau sur le Tour d'Italie, qui a fait une bonne fin de saison sur les semi-classiques italiennes, très bon sur Paris-Nice aussi, avec une très belle victoire sous la neige sur une étape assez dingue du côté d'Oron sur Paris-Nice. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, 2000 points quand même de récupérer, 2083 points récupérés par un Michael Storer sur l'entièreté de la saison. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Chez Tudor, on sent qu'il est bien chez Tudor. On sent que chez Groupama, je pense qu'il a jamais réussi à s'intégrer chez Groupama. Je sais pas si voilà, il avait du mal avec l'équipe, avec Madio, mais quand tu vois ses résultats chez Tudor et même son sourire, enfin, t'as l'impression qu'il est content d'être là. Je me souviens notamment de son interview à l'arrivée de l'étape de Paris-Nice, mais plusieurs fois où je l'ai vu en interview, tu sens qu'il est content d'être là. Et j'ai pas l'impression qu'il avait cet état d'esprit-là chez Groupama. Alors, soit on lui avait vendu un truc chez Groupama et puis il s'attendait pas à être équipier, parce qu'il a souvent eu un rôle d'équipier, il s'attendait plus à être un rôle de leader. Et peut-être qu'il y a eu un problème de compréhension avec la Groupama, mais on le sentait pas forcément content d'être chez Groupama, alors que là, chez Tudor, je trouve qu'il est vraiment heureux d'être là, heureux d'être dans cette formation. Et il y a peut-être aussi un bon état d'esprit chez Tudor. Peut-être que quand Chelara arrive à instaurer un bon état d'esprit dans cette formation, mais tu sens qu'il est bien, voilà, qu'il est content et qu'il est heureux. Dans les mentions honorables, on va terminer avec deux Français. Le premier, c'est Lenny Martinez. S'il avait été plus régulier, il était dans le top 10. C'est pareil que sa troisième place, on va dire, dans le classement français. C'est la régularité qu'a joué. Et il est pas loin, hein, lui aussi. Hein. C'est comme Olney, c'est comme... Il y en a plein comme ça qui sont vraiment à une touchette du top 10. Et il y a même un moment où j'ai vraiment hésité à mettre Chicone, à me dire... ouais, mais tu vois, Chicone, est-ce qu'il n'y a pas un affect derrière? Bon, ok, il y a un affect. Et comment le vendre la 10e place de Chicone. Mais Lenny Martinez, il est pas loin aussi d'entrer dans ce top 10 parce que sur les étapes de montagne, quand il gagne sur le Tour de Romandie, c'est la seule bout d'étape que j'ai vu du Tour de Romandie. Il est vraiment impressionnant ce jour-là. Sur Paris-Nice, il est également très costaud. Il y a du monde au départ. Sur le Tour de Romandie aussi, il y a du monde au départ. Mais son Tour de France, moi, je ne l'ai pas aimé. Et le côté soit très haut, soit très bas, m'a un peu énervé sur sa saison. Donc ce qui fait qu'il fait pas partie du top 10. Et puis bien entendu Paul Sexas qui est déjà dans les mentions honorables. Qui est déjà dans les mentions honorables à cet âge-là parce que bah regarde son Dauphiné, regarde la manière dont il a gagné le Tour de l'Avenir, euh, la manière dont il a réussi
a existé sur cette saison au championnat du monde, bah, il fait partie déjà pour moi, oui, du top 20 des meilleurs grimpeurs. Il est déjà dans le top 20 des meilleurs grimpeurs. Alors, faudra voir comment il arrive à confirmer l'an prochain. Mais en France, il fait déjà partie des meilleurs grimpeurs français, très clairement. Et puis, voilà, il fait partie du top 20 actuellement. Donc pour moi, il fait partie, oui, des mentions honorables parce que on n'a jamais vu un coureur à cet âge-là être aussi performant. Que ça soit en sprint, voilà, cet âge-là, être aussi performant et régulier en plus dans ses résultats. Parce qu'il est présent sur le Tour des Alpes, il est présent sur le Dauphiné, il est présent sur le Tour de l'Avenir, il est présent au championnat du monde et au championnat d'Europe. Il a vraiment fait une saison complète. À cet âge-là, on a parfois eu des mecs qui démarraient très fort, et puis à mi-saison, paf, ça s'écroule, quoi, parce que les mecs sont pas habitués à faire autant de jours à haute intensité comme ça. Lui, ça lui a posé aucun problème. Donc vraiment impressionnant, Paul Sexas, et c'est pour ça qu'il fait partie également des mentions honorables. C'est l'heure de dévoiler le grand vainqueur de ce top 10 des grimpeurs 2025. Pas de surprise, il était déjà vainqueur l'an dernier. Il a surdominé la saison, c'est Tadej Pogačar. Attends, c'est-à-dire ne pas mettre Tadej Pogačar vainqueur sur l'année 2025, c'est vraiment détester Pogačar là. Hein. Il a été au-dessus, sur le Tour de France. Il a jamais été inquiété. Mais vraiment, ça a été RAS, quoi. RAS sur toutes les classiques d'un jour. À part Milan-San Remo, mais il a été à un niveau rarement atteint. Et je pense au Tour de Lombardie où il a pété la course très vite, au Stradé, il a explosé la course aussi. Et heureusement qu'il y a eu la chute au Stradé, parce que sinon la course, on aurait perdu tout suspense à la course bien plus longtemps. On peut le remercier de ne pas avoir été à la Classica San Sebastian, parce qu'il aurait peut-être fait la même chose et on n'aurait peut-être pas eu une course aussi intéressante. C'est vrai qu'il tue le spectacle un peu des courses, mais c'est pas de sa faute. Voilà, aujourd'hui il est au-dessus du lot. Il va pas ralentir pour créer du suspense. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Et puis, il sait que maintenant, en attaquant de loin, en courant de cette manière-là, il a enlevé un peu d'incertitude. C'est-à-dire que maintenant, il sait que les autres adversaires n'arrivent pas à tenir 100 km en échappée. Lui, il sait le faire. Donc pourquoi il courrait différemment alors que cette méthode-là procure pour lui moins d'incertitude et est efficace? Pour moi, il n'a aucun intérêt à courir différemment. Donc c'est pour ça qu'il est qui fait enfin qui travaille de cette manière-là et qui casse les courses aussitôt. Et puis sur le Tour de France, on a certes pas eu beaucoup de suspense. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas beaucoup de suspense sur le Tour de France, mais déjà il y a une démonstration quand même de la UAE en termes de travail d'équipe. Et encore, en 2024, c'était une vraie démonstration. Je trouve qu'en 2025, ils étaient moins bons en termes de collectif. Et même avec un collectif moins fort, il a quand même dominé. Mais il a été au-dessus du lot cette année. De toute manière, c'est le coureur de l'année. Hein. Je fais pas de classement sur les coureurs de l'année du côté des garçons. Ça sera le cas du côté des filles, mais du côté des garçons, je fais pas ça. Mais ça a été le coureur de la saison. Voilà, il a explosé même un Van Der Poel. Donc il a été intouchable sur toute l'année. Voilà, il a été omniprésent aux avant-postes. Il n'y a pas eu de débat. Voilà. Donc j'ai pas grand-chose à dire du côté de Pogačar, à part que bon, il a déjà la meilleure équipe au monde, et puis qu'aujourd'hui, quand t'as le meilleur au monde dans la meilleure équipe du monde, c'est quand même compliqué de pas gagner. Il faut que les autres soient encore plus forts. Et là, Vingegaard, pour moi, est rentré dans le rang. Et Remco Evenepoel a eu une saison compliquée pour plein de paramètres. Lipovic, c'est encore un peu tendre. Paul Sexas, c'est encore un peu jeune. Un Martinez, c'est aussi encore un peu jeune. Peut-être que quand ces coureurs-là vont arriver à maturité et que Pogačar
sera peut-être aussi sur une pente légèrement descendante, parce qu'une fois que tu as tout gagné, c'est vrai que pour retrouver la motivation, repartir à l'entraînement, faire beaucoup d'efforts, au bout d'un moment c'est compliqué. Et puis Pogacar, il y a un moment, il peut lui arriver un problème de santé, il peut lui arriver une chute également, ou qu'il mette un peu de temps à s'en remettre. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même souligner que Pogacar, il a été épargné à la fois par les gros pépins de santé, et au niveau des chutes, bah, il s'est fait une clavicule, mais il s'est pas fait autre chose qu'une clavicule. Et un poignet, je crois me rappeler. Il a jamais eu de problème au genou, il a jamais eu de, je sais pas, fracture du bassin, de problème au poumon, ce qu'a pu avoir Vingegaard. Donc, bah, c'est aide aussi par rapport à ses adversaires. Mais encore une fois, ça peut lui arriver aussi. Et si ça lui arrive, bah, l'an prochain, ça serait peut-être pas du tout la même. Donc là, cette année, il a dominé. L'an dernier, il avait dominé. Peut-être qu'en 2026, il dominera pas. Et puis encore une fois, même s'il domine en 2026, jusqu'aux prochains Jeux Olympiques, il y a encore un petit délai. Et puis après, derrière, il faut réussir à conserver la motivation. Et c'est difficile d'être tête d'affiche leader numéro un, parce que psychologiquement, c'est pas évident. Et on le sent quand même que il commence à y avoir une lassitude pour Pogacar quand tu l'entends en interview. C'est plus le En 2025, ce qui m'a marqué, c'est que c'est plus le Pogacar qu'on a connu hyper souriant tout le temps, hyper détendu. Des fois en interview, il tire à la gueule quand même. Ce qui est pas habituel chez Pogacar, mais c'est peut-être aussi le début d'une lassitude. Parce que bah, quand tu gagnes sur FIFA tous tes matchs en mode facile, au bout d'un moment, tu te fais chier. Ah, c'est ce qui arrive un petit peu à Pogacar, quoi. Quand tu surdomines, derrière, tu perds de la motivation. Et tous les champions qui ont dominé dans un sport, au bout d'un moment, la motivation, elle a été dure à chercher, à retrouver. Et je pense même, par exemple, un Teddy Riner. Les défaites lui ont fait beaucoup de bien. La défaite aux Jeux Olympiques lui a fait beaucoup de bien pour repartir derrière. Et des fois, les défaites vous aident énormément. Je pense que Schumacher en 2006, pourquoi il est aussi bon que ça en 2006 alors que la voiture est peut-être encore perfectible en 2006? Parce qu'il y a eu la saison 2025 qui a été compliquée. Pareil avec Prost, pourquoi il est bon en 93? Parce qu'il y a eu les années précédentes qui n'ont pas été faciles, notamment son passage chez Ferrari. Pareil pour Mansell, pourquoi il est bon en 92 avec Williams? C'est peut-être parce qu'il y a eu d'autres années où parfois ça a été compliqué et que ça lui a apporté beaucoup de choses. Donc, quand un mec domine, et encore, bon, Mansell c'est un mauvais exemple parce qu'il a jamais véritablement dominé, mais c'était un mec qui arrivait à faire des coups, et comment il a trouvé la régularité, c'est grâce à ses échecs passés. Et je pense qu'il faut à un moment trouver de l'adversité. Ce qui a été la force de Fourcade, c'est quand même que Fourcade, alors je pense que s'il n'y avait pas eu Johannes Beu, à un moment ça aurait été compliqué pour Fourcade, parce que Svensson ne le challengeait pas autant que ça, Tarjei-Beu à la régulière avait du mal à challenger, Bendalen arrivait sur la fin. Ce qui a permis à Martin Fourcade de rester au top, c'est aussi parce qu'il y a eu l'arrivée du Johannes Beu. Là aujourd'hui, Pogacar, il faudrait qu'il y ait l'arrivée de ce coureur qui arrive à le challenger, qui arrive à le pousser dans ses retranchements. Aujourd'hui, c'est pas le cas de Vingegaard. Voilà, donc faut trouver ce coureur qui arrive à le pousser dans ses retranchements dans les années à venir, et ça lui permettra je pense, de garder la motivation, peut-être d'aller au-delà de 2028. Sinon, c'est sûr qu'il y a un moment, la lassitude va se sentir, mais je trouve qu'on commence quand même à avoir une lassitude un peu à la Sagan. Et Sagan, c'est allé vite entre le moment où il a commencé à être lassé du cyclisme et la disparition des résultats, ça s'est fait 1 an ou 2. Hein. Donc parfois, ça peut aller très vite. Et Pogacar, ça pourrait également se dérouler de la même manière, mais en 2025. Je sais pas comment on pourrait faire pour ne pas le mettre aux avant-postes, vu comment il a dominé la saison, même si ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, bah il a été au-dessus, hein, il a dominé. Donc ça fait partie du numéro 1 des grimpeurs sur cette année 2025. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la playlist spéciale top 10 si vous avez raté, je sais pas, le top 10 des Français ou des Françaises. Il y a encore des top 10 qui vont arriver d'ici la fin d'année, d'ici le 31 décembre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!